sous domination soit britannique, soit japonaise, ont été coupées en deux, en fait. Et à ce moment-là, la discorde entre frères ennemis est telle qu'elle va vers l'affrontement nucléaire. Alors, on voit aussi combien la fin de ces conflits est salutaire. Parce que la partition de l'Europe et le climat de défiance incroyable que ça a engendré, souvenez-vous que pendant 40 ans, finalement, les Européens de l'Ouest et de l'Est s'ignoraient complètement, vivaient dans deux mondes séparés. Et donc, le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin et la fin de la guerre froide. À ce moment-là, plusieurs choses se sont accélérées. De 1985 à 1995, la Convention de Schengen, qui est une nouveauté incroyable, l'abolition des frontières. Et ça, c'est un signe de confiance extraordinaire. Surtout que maintenant, ça s'étend non seulement à l'Europe de l'Ouest, mais même des pays qui étaient dans l'Europe de l'Est avant. Le 1er janvier 2002, la circulation de l'euro, avec toute la confiance que ça implique. Imaginez vraiment la confiance qu'il faut avoir pour créer une monnaie commune. Aujourd'hui, on dit que l'euro bat de l'aile, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Mais si on voit finalement les enjeux spirituels et culturels, je pense que ça vaut le coup de défendre cette monnaie. Pas aveuglément, pas pour le plaisir des capitalistes, mais pour d'autres raisons. Le 1er mai 2004 aussi, c'est une utopie extraordinaire, parce que des pays comme Chypre et Malte ont rejoint l'Union européenne. Chypre est une nation divisée en fait. Plus étonnant encore, d'anciens pays du pacte de Varsovie, comme la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne, la Hongrie et la Slovénie. Et finalement, le cas le plus étonnant, c'est d'anciens pays qui étaient membres de l'URSS. L'Estonie, la Lituanie et la Lettonie. Qui aurait imaginé dans les années 80 que des morceaux de l'URSS allaient faire partie de l'Union européenne? Pourtant, c'est ce qui s'est passé. Alors, aussi un autre cas d'extension du domaine de la confiance, c'est le cas de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'après 40 ans d'apartheid, il y a eu une transition qui est relativement bonne. Certes, tout n'est pas rose en Afrique du Sud, il y a encore beaucoup de problèmes, mais malgré tout, c'est souvent cité comme un exemple de société multiraciale, multilinguistique et pluraliste. C'est dû au génie en fait de Nelson Mandela, au fait qu'il a pu pardonner à ses ennemis et qu'il a pu se retirer du pouvoir assez vite. Donc il y a eu aussi pas mal de bonnes choses qui se sont faites jusqu'à la Coupe du Monde l'année dernière. Et une chose aussi très intéressante, c'est que la finale a opposé l'Espagne et le pays en fait qui est à l'origine de l'apartheid. C'est ça qui est curieux. C'est que ce qu'on appelle les Afrikaners, en fait, sont très proches mentalement des Hollandais. L'Afrikaans, c'est une langue très très proche du néerlandais, parce que la plupart des Afrikaners, donc ceux qui ont défendu l'apartheid, sont des descendants de colons hollandais. Et ça a été dit d'ailleurs à l'époque de la finale. Les gens se sont demandé comment les Sud-Africains vont-ils réagir si jamais les Pays-Bas gagnaient la Coupe du Monde dans ce pays. Et finalement, ce qui est très curieux, c'est que la plupart des Sud-Africains, plus ou moins, défendaient les Pays-Bas. Parce qu'ils se disaient, malgré tout, finalement, c'est une partie de notre histoire. Et donc c'est un exercice qui est très intéressant aussi. Alors, pour ce qui est du Proche-Orient, on peut voir que ça reste très difficile. Il y a eu en 1977 une avancée énorme. C'est lorsque Sadat, le président égyptien, celui qui avait fait la guerre qui pouvait être fatale pour Israël en 1973, unilatéralement est allé à la Knesset, Parlement israélien. L'Israël ne savait pas du tout comment le prendre. Et là, il a fait une déclaration étonnante. Il a parlé du Dieu commun aux deux peuples. Il a dit « Je vous offre la paix ». Les gens se sont dit « Il est sincère ou pas? Il blague, c'est le gars qui nous a attaqués il y a 4 ans. Qu'est-ce que ça cache ?» D'après ce qu'on sait, il était totalement sincère. Et là, il y a eu un phénomène très intéressant, c'est le fait que le président Carter, à l'époque, était comme c'était un président qui avait un côté un peu maternel, c'était un président assez doux.
et il a passé du temps à Camp David avec Begin et Sadat. D'après ce qu'on sait, les relations étaient parfois exécrables entre Begin et Sadat. Ils étaient tellement têtus l'un et l'autre. Mais Carter a réussi toujours à les remettre à la même table. Ce qui a joué dans leur cas, c'est que tous étaient très croyants. Ils ont souvent prié ensemble et ils se sont dit c'est pas possible. On ne peut pas manquer cette occasion. Comme vous le savez, malheureusement, Sadat a été assassiné en 81. Alors plus tard, il y a eu un épisode qui n'a pas pu marcher, c'est le fait que Clinton a essayé d'unir Rabin et Arafat. Ils ont eu le prix Nobel de la paix pour ça. Malheureusement, Rabin et Arafat étaient loin d'avoir la stature de Sadat et Begin. Et des deux côtés, il y avait énormément de calculs. Marek Alter a fait un livre très intéressant là-dessus. Il montre qu'au départ, les négociateurs palestiniens et israéliens étaient des gens très idéalistes. Mais quand le processus a été officialisé, c'est devenu très très politique. Et finalement, les gens étaient pleins d'arrière-pensées. Et même Clinton a traité ça par-dessus la jambe. Il s'est intéressé vaguement à cette affaire. Il a voulu en faire une opération de relations publiques. Et on s'aperçoit que les bases n'étaient pas du tout bonnes. Finalement, Rabin a été assassiné 3 ans plus tard par un fanatique juif. Alors, pour conclure, je dirais qu'on voit que les cas de défiance sont les plus graves dans des situations intimes. Et en même temps, lorsque la confiance est rétablie, les conséquences peuvent être énormes. Je pense que nous-mêmes, les Européens, nous avons une grande responsabilité. Parce que, en ce moment, il y a beaucoup de débats sur l'Union européenne. Mais l'autre jour, je lisais une interview de... je ne sais plus son prénom, ça s'appelle Casanova. C'est le directeur d'une grande revue politique en France. Il disait que c'est dangereux cet euroscepticisme. Parce que dans un certain point, l'homme européen est exemplaire. Beaucoup de gens regardent ce qui se passe en Europe et veulent prendre exemple. Donc pour conclure, je vous invite à réfléchir sur cette responsabilité que nous avons en Europe. Merci beaucoup.